Bonjour et bienvenue sur Algomus. Toujours une vidéo sur l'algorithmie où nous essayons de mettre en valeur les différentes propriétés de nombres qui vont pouvoir nous servir à nous en tant que développeurs. Dans la précédente vidéo, nous avions vu déjà qu'il était possible de représenter la valeur d'un nombre dans différentes bases. Nous avons appris depuis l'école primaire à représenter un nombre en base 10, mais nous avons vu que lorsque l'on travaille en informatique avec un ordinateur, en fait, il est plus commode de passer par des bases qui sont des puissances de 2. Le binaire, par exemple, qui est la base 2, l'octal, qui est la base 8, ou l'hexadécimal, qui est la base 16. Et on avait vu que de passer par une puissance de 2, c'était plus intéressant, puisque l'ordinateur fonctionne lui-même en binaire. C'est un système électrique, et la façon dont l'ordinateur transmet l'information, c'est tout simplement par câble électrique. Et donc un câble peut avoir deux états, soit le courant passe, soit le courant ne passe pas, et donc c'est la multiplication des câbles l'un à côté de l'autre qui nous permet de véhiculer une information. Dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de voir pour représenter des nombres toujours plus complexes. Et on va voir dans un premier temps comment est-ce qu'on va représenter par exemple un nombre à virgule dans différentes bases, en binaire, en octal ou en hexadécimal. On va voir aussi qu'il est possible de prendre les opérations de base sur les différents nombres, la multiplication, la division, la soustraction et l'addition, et toutes ces opérations peuvent s'appliquer naturellement sur un nombre écrit dans une autre base que la base 10. Enfin, on verra aussi comment on solutionne les problèmes d'arrondi, comment est-ce qu'on peut arriver à retrouver un arrondi au dixième, au centième, au millième, comme on sait déjà le faire en base 10, mais on va voir comment ça fonctionne effectivement pour les autres bases. Et enfin, on terminera effectivement, comme toujours, par une petite implémentation en Python, et on essaiera de se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait représenter finalement un nombre décimal si on a à notre disposition que des nombres entiers. Puisqu'effectivement, je vous l'ai déjà dit, que la notion de virgule, c'est quelque chose que nous, en tant qu'être humain, on utilise. Par contre, l'ordinateur ne sait absolument pas gérer ou ce qu'est un nombre à virgule. Et donc, pour pouvoir lui expliquer ce qu'est un nombre à virgule, on va devoir utiliser des chemins un petit peu détournés. Et on va voir que, avec la représentation des entiers, les entiers, on a vu que l'ordinateur, c'est quelque chose qu'il sait gérer, on va voir qu'à travers des entiers, en fait, on va pouvoir simuler un nombre décimal. Je vous propose donc de commencer directement avec la partie numération avec les nombres à virgule. Comment est-ce qu'en fait on représente un nombre à virgule dans une autre base que la base 10? Et bien en fait, comme dans la première vidéo, vous allez vous rendre compte que beaucoup de propriétés que nous utilisons sur la base 10, que nous considérons déjà comme acquises, et bien en fait fonctionnent exactement de la même façon quand on passe dans une base 2, dans une base 8 ou dans une base hexadécimale. Et là on va tout de suite voir comment est-ce qu'on peut décomposer un nombre sous sa forme décimale, et on va essayer de voir comment en fait tout cela va se passer avec un nombre à base 2. Donc là j'ai pris un nombre, par exemple 1654,103, je vais refaire l'exemple avec vous pour comprendre 1653, combien j'avais mis 1654,103. 54,103. Donc vous avez un nombre avec 3 chiffres après la virgule, 4 chiffres avant la virgule. Et bien on va redécomposer ce nombre comme on l'avait fait lors de la première vidéo en milliers, centaines, dizaines, unités. Et puis on va y associer les chiffres après la virgule. On avait vu qu'on pouvait associer une notion de rang, et on s'apercevait naturellement que le 4, on était au niveau des unités, donc c'était le rang 0. On avait le rang 1 au niveau du 5, on avait le rang 2 au niveau du 6, on avait le rang 3 au niveau du 10. On savait donc aussi qu'on était en base 10. Et puisqu'on était en base 10, eh bien en fait on pouvait calculer un coefficient qui était 10 puissance le rang. Et donc en fait, si je faisais 10 puissance le rang, et qu'ensuite je multipliais la base 10 par mon nombre, en fait, égale ça fois le nombre, en fait on se rendait compte que 1654 c'était la décomposition de 1000 plus 600 plus 50 plus 4. C'est ce qu'on savait déjà. Et on s'est rendu compte que les rangs, en fait, vous voyez comment les rangs, c'est 10 puissance 3, 10 puissance 2, 10 puissance 1, 10 puissance 0, qui fait 1.
En fait, pour les nombres à virgule, on va garder exactement la même logique. Là, vous voyez, on a une espèce de compte à rebours, 3, 2, 1, 0. Et bien, qu'est-ce qui instinctivement viendrait derrière? Et souvent, ce qui est instinctif pourrait sembler logique. Ce qui pourrait être logique, en fait, c'est d'avoir moins 1, moins 2, moins 3. Voilà, on est vraiment parti sur le compte à rebours, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. On est sur Excel, on peut profiter pour tirer la formule, et on s'aperçoit effectivement que on a moins 1, ça va nous donner 10 puissance moins 1, ça veut dire 1 sur 10. 10 puissance moins 2, ça va donner 1 sur 100. 10 puissance moins 3, ça va donner 1 sur 1000. Et si on continue à tirer la formule comme on peut le faire sous Excel, on s'aperçoit qu'on a bien la bonne décomposition, que 1654,103, c'est bien 1000 plus 600, plus 50, plus 4, plus 0,1, plus 0, plus 0,003. Ok. Donc là, on a vu la propriété de comment est-ce qu'on peut décomposer un nombre à partir de sa base. Donc on l'a vu, on a la base 10. Est-ce que cette propriété est vraie si on utilise par exemple du binaire? Eh bien en fait, on va voir effectivement qu'elle est tout à fait vraie. Cette fois-ci, par exemple, je vais utiliser le nombre 1,1. Alors 1101,101. Et on va essayer de le décomposer exactement de la même façon. Donc on a le nombre 1, 1, 0, 1. On va avoir la virgule 0, 1. Pour le rang, on va mettre 0 au niveau des unités. Donc les unités sont ici. À gauche des unités, on augmente. À droite des unités, on baisse. Et donc vous voyez qu'on a bien une continuité. 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Cette fois-ci, on n'est pas en base 10, mais on est en base 2. Et donc, en fait, on va avoir 2 puissance le rang. Donc, 2 puissance 3, ça va faire 2 fois 2, 4, fois 2, 8. Et donc, on va avoir tous les rangs qui seront comme ça. Et donc, vous voyez qu'à partir du moment où on passe dans les nombres négatifs, eh bien, 2 puissance moins 1, ça va être 1 sur 2, ça va être 1 demi. 2 puissance moins 2, ça va être 1 sur 4, ça va être 0,25, et ainsi de suite, et vous voyez que vous allez pouvoir décomposer le nombre. Donc le nombre tel que l'on a fait ici, on va maintenant encore le multiplier par la base, comme on l'a fait plus haut, et en fait, on va avoir que notre nombre, finalement, la représentation binaire 1101,101, en fait, va nous donner le nombre décimal qui résulte de la somme de tout ça. Ça, on peut le faire très facilement en Excel. On va utiliser la fonction somme. Voilà. Et on va voir que ce nombre binaire représente en fait la valeur 1363. Et on a utilisé les mêmes propriétés, exactement les mêmes propriétés, que ce qu'on a pu voir pour les nombres décimaux. Les propriétés sont toujours vraies. Sauf que cette fois-ci, en fait, une fois que vous avez calculé le rang, vous êtes en base 2, et donc quand vous calculez votre base 2, vous devez impérativement partir de 2 puissance le rang. Et donc, en fait, il arrive comme ça, vous avez décomposé votre nombre, encore une fois, en unités de dizaines, centaines, milliers, mais cette fois-ci dans la base qui a été décrite. Et donc, vous voyez que vous pouvez exprimer finalement des nombres décimaux à virgule, en binaire, en octal, en hexa. On garde toujours les mêmes propriétés. Donc là, j'ai fait la décomposition uniquement en binaire, mais vous pouvez refaire l'exercice avec des nombres en octal ou en hexadécimal. Ok, donc on a déjà la possibilité de manipuler des nombres à virgule. C'est déjà un premier pas. Voyons maintenant comment est-ce qu'on pourrait faire pour additionner des nombres, par exemple, deux nombres binaires. En fait, vous vous souvenez que si vous faites une addition avec des nombres décimaux, vous avez quelques règles pareilles que vous utilisez depuis des années et des années. Et on va voir qu'effectivement, là, on va avoir exactement les mêmes règles, sauf que c'est toujours l'histoire de base qui va changer. Vous ne serez pas en base 10, mais vous serez en base 2. Et vous allez cumuler les mêmes règles, sauf que la limite imposée par votre base sera différente. Donc ce que je vous propose, je ne vais pas vous faire l'affront de refaire une addition posée avec des nombres décimales, ça je pense que c'est quelque chose qui est quand même acquis, mais on va essayer de faire une addition avec deux nombres binaires, et on va essayer de les additionner. Pour cela, je vais reprendre
Excel. Je vais juste me préparer une feuille, comme j'en ai besoin d'une autre. Alors on va se prendre deux nombres binaires. On va prendre par exemple 1, 1, 0, 1, et on va prendre 1, 1, 0, et on va vouloir additionner ces deux nombres. Non. On va vouloir les additionner. Ok. Donc quelle est la règle que je vais suivre ici? Vous vous souvenez que quand vous faites une addition, si jamais vous dépassez la base, en fait, ça va donner l'occasion d'avoir une retenue. Et donc on va voir les différentes règles qui vont gérer l'addition des nombres binaires. Donc là par exemple on peut faire 1 plus 0, et bien comme en addition classique ça va nous donner 1, puisque pour l'instant on ne dépasse pas la base. C'est si on était passé à 2 que là on aurait dépassé la base et on va le voir dans le cas suivant. Donc 1 plus 0 ça va nous donner 1, ça on a tout à fait le droit de l'écrire en binaire. 0 plus 1 ça va nous donner 1, ça n'occasionnera aucune retenue. 1 plus 1, cette fois-ci maintenant ça va générer 11. On est d'accord que, enfin 10. 1 plus 1 en binaire, ça va donner un 0. Ok? Donc c'est-à-dire qu'on est arrivé à la limite de la base 2. Comme en base 10, en fait, on n'a pas un chiffre qui symbolise le 10, à partir du moment où on a 9 et qu'on fait plus 1, on arrive à une dizaine, 0 unité, et bien là c'est exactement pareil. En binaire, on n'a pas de chiffre qui représente la valeur 2. À partir du moment où on a 1 et qu'on lui ajoute 1, et bien on se retrouve avec une dizaine et 0 unité. Donc, on va faire exactement ce que l'on fait lorsque l'on fait une addition avec des nombres décimaux. Je vais prendre l'unité, le 0 du 10, que je vais mettre ici, et je vais créer ce qu'on appelle une retenue. Donc je vais la mettre en bleu pour qu'on voit qu'il y a quelque chose de différent. Et je vais créer une retenue sur le rang suivant de mon addition. Et donc mon addition suivante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire 1 plus 1. Et bien 1 plus 1, ça va me donner un 0. Là pareil, je vais reprendre mon 0 d'unité et je vais mettre encore une fois une retenue pour le cas suivant. Et donc là, cette fois-ci, j'ai 1 plus 0 qui va me donner 1. Et vous voyez que j'ai résolu mon addition binaire. 1, 1, 0, 1 plus 1, 1, 0, ça va donner 1, 0, 0, 1, 1. Et donc vous voyez, j'ai utilisé exactement les mêmes règles que l'addition avec des nombres décimaux, sauf que cette fois-ci, eh bien, en fait, c'est la valeur 2 de ma base qui est en fait la limite pour avoir une retenue. Donc en fait, en binaire, en fait, on a très peu d'opérations possibles. Soit on a 1 plus 0 ou 0 plus 1, et ça, on sait que ça va donner 1. Soit on a 0 plus 0 sur la même colonne, qui va nous donner 0. Soit on a 1 plus 1, qui est égal à 0, et on ajoute une retenue pour la puissance suivante. Et naturellement, cette puissance peut se cumuler. Et si on a 1 plus 1 plus une retenue, eh bien on va se retrouver avec la valeur 1, 1. Et donc on gardera exactement la même logique, on prendra l'unité 1 que l'on indiquera en dessous, et le 1 des dizaines va servir de retenue pour le rang suivant dans mon addition. Donc c'est exactement les mêmes règles qu'en décimale, il y a juste cette limite de base qui est différente. La soustraction, c'est exactement le même principe que l'on peut voir, sauf que effectivement, vous savez qu'en termes de soustraction, eh bien, le système de retenue est un peu plus complexe avec l'addition, et on va voir ça directement, comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Donc, là aussi, on va reprendre l'exemple. Cette fois-ci, on va soustraire les nombres et on ne va pas les additionner. Donc, je vais reprendre ici mon opération. Et cette fois-ci, je vais faire un moins dessus. Alors, je vais juste, par contre, je vais juste me laisser un petit peu de la place pour que je puisse faire mes retenues. Vous allez voir. Je vais l'écrire comme ça. Voilà. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on essaie de faire quand on essaie de faire une division? On essaie de considérer encore une fois les nombres par colonne, et on essaie de résoudre le problème de chacune des colonnes en commençant par la droite. Donc là, la première colonne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai 1 et je veux enlever 0. Et bien, si j'ai 1 et que je veux enlever 0, la réponse ici est très facile à trouver. Il va me rester 1, tout simplement. La deuxième colonne va se compliquer un petit peu. Cette fois-ci, j'ai 0 et je vais en vouloir enlever 1. Donc là, cette fois-ci, je vais devoir ajouter la base. C'est-à-dire que je vais passer à 1, 0 au lieu de 0.
Et comme je récupère, donc 1, 0, c'est ma base, hein, je récupère une dizaine, par rapport, je l'ai ajouté à 0. Et cette fois-ci, eh bien, il ne faut pas que j'oublie d'enlever également une retenue que je vais mettre ici. Et donc on considère que finalement l'augmentation de base qui a été fait ici, donc on est en base 2, donc j'ai augmenté 0 de 2, sauf que 2 en binaire s'écrit 10, 0, donc 10, 0 plus 0, ça fait 10, 0, et maintenant ça va me permettre de faire 10, 0, moins 1, et 10, 0, moins 1, ça va me donner en binaire la valeur 1. Donc cette fois-ci, j'ai ma retenue qui est ici, et donc on s'aperçoit que maintenant j'ai 1, et je veux enlever, de 1 je veux enlever 10, 0, donc la valeur 2, ça je ne peux pas le faire, donc je récupère encore une fois une base, je récupère encore une fois la valeur de ma base de 2, et je l'additionne à 1, donc j'ai 2 qui en binaire s'écrit 1, 0, et j'additionne 1 qui est ici, donc je vais avoir 1, 0 que je récupère en base, je l'additionne ces deux nombres, ça va me donner 1, 1 en binaire, et 1, 1, je vais enlever 1, 0, qui est l'addition de 1 et 1. Je vais l'écrire un petit peu, mais quand vous avez 10 plus 1, ça va me donner 1, 1. Et de l'autre côté, j'ai 1 plus 1 qui va me donner 10. Et ensuite, je vais faire 11 moins 10. Et 11 moins 10, ça va me donner 1. Et c'est pour ça que ici, je vais avoir donc 1. Et comme par contre, j'ai mis 10 ici, eh bien, je n'oublie pas de faire une retenue ici. Et donc, je vais me retrouver ici avec 1 moins 1 qui va donc me donner 0. Et donc, j'ai le résultat de ma soustraction qui va me dire que 1, 1, 0, 1 moins 1, 1, 0 en fait est égal à 0, 1, 1, 1. Ok. Donc ça, c'est quelque chose, si vous prenez votre calculatrice, que vous la mettez en mode programmeur, eh bien, que vous partez sur du binaire, vous pouvez vérifier que 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, 0, on a bien 1, 1, 1, 1. Ok, donc ça permet de résoudre, de vérifier notre calcul. Très bien, tout fonctionne. Donc, on a encore la possibilité naturellement de faire une multiplication qui va encore une fois suivre les mêmes règles. Naturellement, on est toujours sur les retenues au moment où on dépasse la base. Donc là, si par exemple, c'est un exemple de multiplication avec une base hexadécimale, que je vous conseille de la refaire chez vous pour bien maîtriser comment c'est fait. En fait, cette fois-ci, c'est à chaque fois que vous allez dépasser 16 que vous allez avoir une retenue. Donc effectivement, ce qui s'est passé ici, donc j'ai mon A5, que j'ai mis le A ici, ensuite j'ai fait 2F qui est égal, je vais fermer ma calculatrice, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en hexadécimal, j'ai donc fait B fois F, qui me donne A5, j'ai écrit 5 ici, A ici, et ensuite j'ai fait 2 fois F, qui m'a donné un E, auquel j'ai ajouté A, que j'avais en retenue, et donc j'ai récupéré 28, donc j'ai 285. Alors là, j'ai fait un petit peu quelque chose qui est un petit peu problématique, c'est-à-dire que le A ici est une retenue de la multiplication, alors que le 1 ensuite est une retenue de l'addition. C'est quelque chose qu'il faut faire attention, différencier, et donc de faire une multiplication à la main quand vous êtes sur de l'hexadécimal, c'est quelque chose qui peut vite prendre... ça peut vite être compliqué par rapport aux retenues qu'on peut avoir de la multiplication et de l'addition qui suit. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous, au calme, et d'essayer de voir comment cela fonctionne, mais vous verrez que c'est exactement de garder les mêmes règles que la multiplication, telle qu'on l'a fait avec des nombres décimaux. Dernière opération que l'on peut voir, c'est l'opération sur les divisions. Donc les divisions euclidiennes, que l'on avait déjà revues dans la vidéo précédente, donc je ne vais pas y revenir non plus. Et bien, quel est le principe? Tout simplement, vous prenez le nombre par lequel vous voulez diviser votre nombre. À chaque fois, vous essayez de voir combien de fois il est dedans.
Donc ici on est sur du binaire, donc de toute façon la réponse ne peut être que 0 ou 1, puisque c'est le principe du binaire. Donc là vous voyez que j'ai 1, 1, et bien il est une fois dans 1, 1, puis vous faites votre soustraction, 1, 1 moins une fois 1, 1 donne 0, 0. Vous descendez le chiffre suivant, cela donne 0, puisque cette fois-ci j'ai le chiffre 0, 1, et 1, 1 n'est pas dans 0, 1, donc c'est 0. Donc il reste 1, on arrive à 1, 1 avec le 1 que l'on descend ici. Cette fois-ci ça vaut bien 1 pour le 11. On a 11 moins 11, ça fait 0, on descend le 0 et il fait 0 et il reste 0. Encore une fois, avec la calculette scientifique, c'est quelque chose que vous pouvez tester directement en vous mettant en binaire et de faire donc le nombre que l'on a ici, 1, 2, 3, 4, 0, divisé par 1, 1, et vous avez bien 1, 0, 1, 0, qui est le résultat de ma division. Ok, donc ça aussi c'est quelque chose, vous pouvez peut-être le refaire chez vous pour voir un petit peu le principe, mais vous allez voir que les propriétés que vous connaissez sur la division euclidienne avec les nombres décimaux s'appliquent exactement au nombre binaire et au nombre en hexa. On va juste terminer avec ce petit exemple sur les arrondis. Alors, l'arrondi c'est la valeur la plus proche à une certaine précision, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un arrondi au dixième, vous pouvez avoir un arrondi au centième, vous pouvez avoir un arrondi à l'unité. Et donc, c'est d'essayer de voir quelle est la valeur tronquée qui est le plus proche de la vraie valeur de notre nombre. Alors, on est habitué à le faire avec des valeurs décimales. Par exemple, ici, on a vu que on a le nombre, par exemple, 174,826. Eh bien, si on veut l'arrondir à la dizaine près, ça veut dire qu'on ne tient pas compte de l'unité. Donc à la dizaine près, 174,828 est borné entre 170 et 180. Vous voyez, à la dizaine, on ne tient pas compte des unités et des nombres après la virgule, et ensuite il suffira de chercher quel est le nombre qui est le plus proche. Et vous voyez que pour arriver de 174 à 170, il faut retrancher 4,826, alors que si jamais vous voulez passer à... Si vous voulez par exemple passer à 180, eh bien en fait la distance est plus longue, puisqu'il va vous falloir... Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas en décimale? Si. Je vais prendre la calculatrice standard. Si jamais vous voulez faire 180 moins 174,826, en fait il vous faudra 5 174 pour arriver jusqu'à 180. Et vous voyez donc que le chemin est plus court pour arriver à 170. Et en fait ce principe va être appliqué tout le temps. Donc quand vous allez être à l'unité, vous allez le borner entre 174 et 175. Cette fois-ci, c'est l'unité qui compte. Donc c'est l'unité qui est juste en dessous, l'unité qui est juste au-dessus. Et vous voyez qu'en fait, on est plus proche de 175 puisqu'on est déjà à 174,8. Donc on est plus près de 175. L'arrondi au dixième, c'est pareil. Vous mettez qu'est-ce qui est le dixième inférieur? C'est 174,8. Le dixième supérieur, 174,9. Et vous regardez vers laquelle des deux bornes, en fait, il y a le moins de chemin à parcourir pour savoir quelle est la valeur arrondie. Là, encore une fois, j'ai rappelé le principe sur les valeurs décimales. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut utiliser avec d'autres bases que la base 10? Naturellement, c'est exactement les mêmes propriétés. Et vous allez voir sur quelques exemples que tout ça fonctionne très bien. Donc, là aussi, si on veut, par exemple, j'ai pris un nombre. Cette fois-ci, j'ai spécifié qu'il était en binaire, en base 2. Donc c'est 110, 10111. Et donc là c'est pareil, si je veux un arrondi à la dizaine, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement que je ne tiens pas compte des unités. Et donc la dizaine inférieure c'est 110, c'est comme si j'enlevais la partie après la virgule. Et la partie supérieure, eh bien je prends ce nombre 110 et je lui ajoute une dizaine. Et si je lui ajoute une dizaine, bah, vous voyez que le 1 plus 1 ici ça va devenir 0, j'ai une retenue. Ce qui va faire 1 plus 1, ici 0 et j'ai une retenue, et ça va me donner 1000. Enfin 1, 0, 0, 0, 0. Ensuite, il me restera juste à savoir comment je vais faire en fait pour... Quelle est la distance la plus courte finalement pour passer de 110,0101 à 100 à 110, ou alors est-ce que c'est plus court d'aller de 1 à 0, 0, 0. Et donc là, on s'aperçoit que pour aller jusqu'à 1, 1, 0, en fait, il faut enlever 1, 0, 1, 1.
voyez, en fait, il suffit d'enlever là. Alors non, sur la dizaine, je vais l'expliquer à l'unité, qui va être un petit peu plus simple à comprendre, peut-être. Donc là, à l'unité, eh bien, je suis entre 1, 1, 10, donc là, 1, 1, 0, qui est la valeur qui, on pourrait dire la partie entière, si vous voulez, puisque je suis un arrondi à l'unité. Et si je prends cette valeur et que je lui additionne une unité, eh bien, je vais tomber sur 1, 1, 1. Essayons de comprendre qu'est-ce qui est le plus près. Eh bien, tout simplement, j'ai le nombre suivant, 110,1011. Et je veux savoir s'il est plus près de 110 ou s'il est plus près de 111. Et bien tout simplement, je sais que pour aller de 110,0101, là je dois enlever 0,1011. Donc ça, je dois l'enlever. Peut-être mettre des flèches. Donc là, j'enlève ça. Et j'obtiens mon nombre. Si je veux arriver à 111, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que j'additionne. Et il faut que j'additionne quoi? Eh bien, pour arriver à 111, il faut déjà que j'arrive à additionner 1 sur... Alors, je vais écrire comme ça. Il faut que j'additionne 1. 1, 2, 3, 4. Donc, il faut que j'additionne 1 sur le nombre des milliers, ce qui va me permettre de passer à une retenue, qui va m'annuler le nombre des centaines, qui va me faire passer à 1 ici. Ok. Donc, sur le chiffre des dizaines, par contre, je vais avoir besoin d'un 1 pour continuer à générer une retenue, qui va me générer une retenue sur les unités, et qui va finalement me générer une unité supplémentaire. Et donc, vous voyez que, ici, cette fois-ci, je n'ai qu'à additionner. J'ai additionné 1, 0, 0, 1, 0, 1 pour obtenir 111, alors que là, j'avais à enlever 1, 0,1, 0, 1, 1. Vous voyez que ce nombre-là, le nombre-là, que je mets en rouge étant plus grand que le nombre que je mets en vert, en fait, vous vous rendez compte que je suis plus proche de 1, 1, 1 que de 1, 1, 0. Voilà en fait comment on va faire un arrondi. Et donc j'ai donné quelques exemples encore, qui vont tous marcher sur le même principe. Il y aura de l'arrondi au dixième, et les arrondis, les histoires d'arrondis, vont aussi également, bien sûr, pouvoir être faits lorsqu'on est sur d'autres bases, comme de l'octal ou de l'hexadécimal. Donc là aussi, c'est un petit peu une gymnastique. C'est pas forcément évident quand on a passé des années à ne réagir qu'en base 10. Mais en fait, si on est assez rigoureux et qu'on tient bien compte des différentes propriétés sur les nombres que l'on vient de voir, en fait, ça n'a pas grand-chose de compliqué. C'est plus un peu de l'attention et d'essayer de voir de ne pas se tromper dans les bases et de ne pas se tromper justement avec les retenues qu'il pourrait y avoir. Je voudrais terminer avec un petit exemple de Python. On avait vu que la plupart du temps, quand on travaille avec un ordinateur, l'ordinateur ne sait pas gérer grand-chose. Il sait gérer des états électriques, et de ces états électriques, il sait déduire des nombres, le plus souvent d'ailleurs, des nombres entiers naturels. On avait vu que quand il a besoin de gérer des chaînes de caractères, ce qu'il va faire, c'est qu'il va passer par la table ASCII, il va le convertir en nombre, et à partir du moment où il a un nombre, lui pourra de nouveau le gérer. Donc là, aujourd'hui, nous, ce qu'on a vu, c'est les nombres à virgule. Donc c'est quelque chose que l'ordinateur ne sait pas gérer. Il ne sait pas gérer un nombre à virgule. Il sait gérer des nombres entiers, parce que ça correspond à des états électriques. Par contre, il ne sait pas du tout comment gérer un nombre à virgule. Et donc, on va essayer de comprendre comment, derrière, les nombres à virgule, c'est quelque chose qu'on utilise dans les langages de programmation. Vous avez des floats, des doubles, et ce genre de choses. Mais il faut comprendre, en fait, que les nombres à virgule, ce sont des nombres qui sont, en fait, simulés pour que l'ordinateur les comprenne et puisse vous les afficher avec un nombre à virgule. Par contre, derrière, ce que lui va faire,
et bien en fait il ne va pas du tout tenir compte que c'est un nombre à virgule pour toutes les opérations qu'il va faire. Pour lui, il va tout convertir en entier. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien tout simplement, on pourrait imaginer que l'on contienne un nombre. Donc je voudrais avoir un nombre par exemple qui correspondrait à 1654.103. Cependant, si jamais je ne pouvais pas utiliser cette notion de nombre, de décimale ou de virgule, comment est-ce que je pourrais faire? Et bien tout simplement, je pourrais dire que je ne vais pas tenir compte, je vais l'écrire sans virgule, et je vais me créer une variable décimale qui dirait par exemple que les 3 derniers chiffres sont après la virgule. Et donc ça me permettrait en fait de définir un nombre à virgule à partir de 2 nombres entiers. Et à partir du moment où je suis sur les nombres entiers, en fait je sais que l'ordinateur pourra les gérer. Maintenant j'ai mon utilisateur qui aimerait pouvoir visualiser un nombre à virgule, et bien pour cela, pas de problème. Ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui dire, je vais définir une fonction que je vais appeler affichage dec, affichage des nombres décimaux. Je vais avoir le nombre et je vais avoir le nombre décimal, et je vais lui essayer d'écrire, on va essayer d'écrire ensemble une fonction qui va afficher un nombre décimal avec la virgule au bon endroit. Tout simplement, on avait vu déjà que récupérer finalement on pourrait l'écrire de façon incursive. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'écrire. On a vu déjà que pour récupérer le dernier chiffre d'un nombre, en fait, il suffisait de prendre le reste de la division entière par 10. Et donc on récupérait systématiquement le dernier nombre de chacun des nombres. On pourrait essayer de faire ça. On a le nombre décimal, et donc ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est de dire tant que n est supérieur à 0, on va essayer de considérer que cette fois-ci on n'a que des nombres négatifs, qu'on n'a que des nombres positifs. On va essayer de dire, par exemple, on va récupérer le dernier chiffre de n, donc l'unité, ça va être n pour son 10. On va écrire cette unité, et ce que l'on peut faire aussi, donc, ensuite le n, on va enlever le dernier nombre pour ne plus le considérer. On va le faire comme ça ce sera déjà fait. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire, donc c'est quand il aura compté 1, 2, 3, donc on aura écrit un nombre, donc on va faire que les décimales, je l'écris un petit peu comme ça de tête, et puis on essaiera de le corriger en fonction des résultats que ça donne. Et en fait on va faire si décimales égale à 0, c'est-à-dire qu'on a décrémenté et que maintenant il faut écrire la virgule, et bien on va écrire notre virgule. Ok. Voilà, je pense que c'est déjà bon. Donc on a récupéré le dernier chiffre de chacun le dernier chiffre systématiquement de notre nombre. On a écrit cette unité. On a enlevé le dernier nombre du nombre qu'on a affiché. On décrémente la virgule de 1. Et si jamais on est arrivé à 0 avec la partie décimale, c'est qu'il est temps d'écrire la virgule. Et donc on va voir maintenant avec notre programme, est-ce qu'on va arriver à afficher finalement ce que l'on veut. On va faire notre affichage dec avec notre nombre n, sachant que ce nombre comporte 3 décimales. Oups, je vais mettre dec. C'est déjà on a défini. Et on va essayer de lancer ça. Hop. Et vous voyez que cette fois-ci, il m'a écrit 1654,103. Il est donc arrivé à me repositionner la virgule. Bon, alors effectivement, là, effectivement, c'est pas super bien écrit. On a en plus à l'envers, mais en fait, vous saisissez l'idée. On pourrait l'écrire en récursif pour que ce soit plus simple à lire.
également une solution, mais là vous voyez qu'en fait on est arrivé à gérer deux nombres entiers, et on est arrivé à, lorsqu'un utilisateur nous demande de l'afficher, on arrive à lui réafficher le nombre avec la virgule au bon endroit. Donc effectivement, on pourrait utiliser autre chose qu'un print. On pourrait utiliser par exemple une chaîne de caractères qui serait au départ vide, et à chaque fois qu'on affiche l'unité, en fait, au lieu d'afficher l'unité, on concaténerait tout simplement l'unité auquel on ajouterait la chaîne déjà existante. Donc on pourrait convertir naturellement l'unité en string pour qu'on puisse ajouter deux chaînes de caractères. Et là, on fera exactement pareil. Au lieu d'afficher la virgule, on ajouterait simplement la virgule à la chaîne déjà existante. Et donc à la fin de la fonction, tout ce qui nous resterait à faire, c'est d'afficher notre chaîne de caractères. Et vous voyez que si on fait quelque chose comme ça, on arrive à faire 1654,103. Et donc pour gérer les nombres négatifs, rien qu'avec des nombres entiers, il suffirait encore de rajouter une variable booléenne qui contiendrait par exemple true pour les nombres positifs, false pour les nombres négatifs, et vous voyez qu'on arriverait à gérer des nombres négatifs, des nombres à virgule, toujours avec une représentation entière. Et bien c'est un peu ce mécanisme en fait qui va se mettre en place derrière par l'ordinateur. L'ordinateur va convertir tout ce qu'on va lui donner en nombre entier. Et à partir du moment où il utilise deux nombres à virgule mais qu'il les met sur la même base, en fait il pourra les additionner, il pourra les multiplier, il pourra les diviser. Et lui fera uniquement des additions entières, des soustractions entières, des multiplications entières, et c'est au moment où l'utilisateur lui demandera d'afficher le nombre que lui va en fait régénérer la virgule là où elle doit être. Ce qui fait que quand vous faites du calcul scientifique très poussé avec un langage de programmation, il faut toujours faire attention, parce que tôt ou tard, en fait, la taille qui est réservée pour votre variable va être limitante, et l'ordinateur derrière va vous faire un arrondi. Et donc vous pouvez avoir, si vous faites des calculs mathématiques très poussés, vous pouvez avoir des fois des problématiques où le résultat de deux calculs qui devraient donner le même résultat va en fait vous être montré en différence par le langage de programmation, tout simplement parce que l'arrondi qu'il aura fait n'aura pas été au même endroit dans le calcul. Donc attention, il faut toujours garder ça un petit peu à l'esprit. L'ordinateur ne travaille pas avec des nombres à virgule, et quand vous calculez avec des nombres à virgule, ça peut provoquer des erreurs parce qu'à un moment donné, l'ordinateur va faire des arrondis. Voilà donc encore une vidéo sur l'arithmétique, sur de nouvelles propriétés que l'on a mis en valeur aujourd'hui. Encore une fois, ça nous a permis de voir que l'on travaille avec des bases binaires de 2 octales ou hexadécimales. En fait, il y a plein de choses que l'on sait déjà sur les nombres décimaux qui peuvent encore être appliquées. On a vu que l'on pouvait représenter des valeurs à virgule dans les différentes bases. On a vu comment on pouvait les convertir. On a vu ce que ça représentait. Et on a vu aussi que toutes les opérations simples, multiplication, soustraction, addition et division, ce sont des opérations que l'on peut faire naturellement avec des nombres qui ne sont pas en base 10. Donc ça nous demande un petit peu de gymnastique parce que c'est des années et des années qu'on a travaillé avec des bases décimales, mais en tout cas vous voyez qu'il est tout à fait possible de faire ces opérations sur des nombres, sur des valeurs qui sont exprimées dans d'autres bases. Enfin, on a vu cette notion d'arrondi qui reprend encore une fois les mêmes règles que l'on applique depuis des années sur les nombres décimaux. Et en fait, j'espère avoir remis à jour ces propriétés et de savoir en fait peut-être des choses que l'on faisait machinalement, d'essayer de se reposer la question et de voir au final quel était le principe qui était derrière, qui me permettait de dire quelle est la borne la plus proche. Enfin, on a terminé avec un petit programme Python pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la machine derrière, que l'ordinateur ne gère pas des nombres à virgule, mais il peut les simuler. C'est-à-dire que si vous lui demandez d'afficher un nombre à virgule, il va se débrouiller pour que vous soyez content et que vous ayez ce que vous avez demandé. Mais par contre, lui, derrière, va faire tous les calculs sur des valeurs entières. Ok, donc on a déjà fait une bonne partie de l'arithmétique, et on va voir dans les prochaines vidéos encore de multiples propriétés qui vont faire en sorte que nos programmes
quand ils vont se baser sur des données scientifiques ou sur des calculs mathématiques, on va pouvoir encore les optimiser et utiliser des propriétés supplémentaires sur la théorie des nombres. Bonne journée!